L'invité régional, Michel Picard. Plus de 80% des jeunes des Hauts-de-France ont déjà renoncé à un emploi ou à une formation en raison des difficultés à se déplacer. Bonjour Anne Boisse. Bonjour. Responsable plaidoyer à la Fondation Apprentis d'Auteuil de la région Nord-Est. Fondation donc qui au niveau national vient de publier son 5e baromètre annuel intitulé « La mobilité, frein à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ». Qu'est-ce qu'il ressort de manière globale d'abord de cette enquête annuelle ? Alors, ce qui ressort, et vous l'avez un petit peu dit juste avant, c'est qu'on a quand même 3 jeunes sur 4, donc 81% pour les Hauts-de-France, donc des jeunes qui ont dû renoncer à un emploi ou à une formation à cause d'une difficulté à se déplacer. Est-ce que ça veut dire que la motivation est moins élevée que la capacité à se mobiliser pour y aller ? Non, absolument pas. Non, pas du tout. En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs freins à l'accès à l'emploi et la mobilité est un frein majeur. C'est pas un frein périphérique, c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois. C'est vraiment un frein majeur à la mobilité. Et donc, dans ces freins-là à la mobilité, on peut retrouver plusieurs choses, mais c'est quand même très rarement le manque de motivation. On peut reparler des freins si vous voulez, il y en a plusieurs. Mais d'abord, pourquoi est-ce que dans les Hauts-de-France, puisqu'au niveau national, on est à 76%, là on est à 81%, donc même si globalement c'est sur la même tendance, on est quand même plus haut. Est-ce qu'il y a une spécificité des Hauts-de-France ? Je ne sais pas s'il y a une spécificité des Hauts-de-France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on compare avec l'Île-de-France, on peut dire qu'en Île-de-France, peut-être que le réseau de transport en commun est peut-être un peu plus développé. On sait aussi que dans les Hauts-de-France, il y a une forte population jeune et il y a aussi une population de jeunes en situation de fragilité, en situation de précarité. Et donc voilà, tout ça peut conduire aussi à ces problèmes de mobilité. Vous avez évoqué l'existence de freins, donc que ce soit à l'accès à la formation ou à l'accès à un emploi. Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'on peut les lister ? Alors il y a évidemment le frein, l'accès au transport, c'est-à-dire que alors on n'a pas toujours un bus, on n'a pas toujours un tramway, un métro près de chez soi. Donc voilà, ça c'est un premier frein, c'est l'accès au transport. Et même quand on habite en métropole lilloise, par exemple, si on est un jeune qui a une formation ou un apprentissage ou bref un emploi dans une zone industrielle ou commerciale avec des horaires en décalé, et ben, l'offre de transport n'est pas forcément adaptée. Donc ça, c'est un point important. C'est pas parce qu'on habite dans une zone avec un transport plutôt dense qu'il n'y a pas de frein à la mobilité. Et puis le frein financier. Donc beaucoup de jeunes, notamment les plus précaires, n'ont pas forcément les possibilités de soit effectivement avoir donc l'abonnement qui va bien quand les transports publics sont adaptés, ou alors tout simplement de s'offrir le permis. On sait que c'est plutôt l'environnement proche qui aide au financement du permis. Est-ce que les pouvoirs publics nous mentent quand ils disent que des aides existent, que ce soit dans l'aide à la recherche d'emploi ou à la mobilité, avec eh bien, des primes ou au moins si la formation, par exemple, est éloignée de plus de 60 km aller-retour de la résidence principale ou la reprise d'activité, eh bien, elles sont financièrement prises en charge. Ça existe tout de même ? Oui, il y a des aides. Effectivement, on ne peut pas considérer que c'est un sujet qui n'est pas porté politiquement. Cela dit, il y a quand même des angles morts, mais effectivement, il y a des aides. En revanche, il y a un sujet dont on parle peu, c'est l'éducation à la mobilité. Ce n'est pas parce qu'il y a des aides qu'elles sont faciles d'accès. La mobilité, c'est une affaire de compétences. C'est quelque chose qui s'apprend. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des jeunes notamment, dont les parents n'ont pas bougé durant leur vie. Et donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas transmis. Et donc, pour certains jeunes, le fait de sortir de son quartier, sortir de sa ville, ça va être très compliqué. Donc, les aides existent. Pour autant, ça ne veut pas dire que les jeunes vont y avoir accès. Et surtout, des fois, elles sont peu lisibles et assez complexes. Et donc, pour ça, il y a besoin d'un accompagnement, d'une aide pour pouvoir recourir à ces aides. Le taux atteint même 87% chez les jeunes qui sont sans emploi, sans études et sans formation. Ça rejoint ce que vous venez de dire, en fait, le sans études, sans formation, sans emploi. C'est-à-dire que finalement, plus on en est loin, plus il est difficile d'y entrer. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut se dire que l'immobilité accélère l'immobilité. C'est-à-dire que si on n'a pas possibilité à cause d'un frein financier ou autre, de pouvoir accéder à une opportunité professionnelle, on risque aussi l'isolement social. Et donc après, c'est le cercle vicieux qui se met en place.
Parmi les critères, pas de solution de transport accessible et compatible avec les horaires à plus de 60%, parce qu'il n'y avait pas les moyens de transport personnel à 56%, en raison du coût des transports comme le prix de l'essence à 54%, celui des transports en commun à 43%, on le comprend, hein. Le frein financier est aussi très présent. Mais alors, très bien ce rapport, très bien ce baromètre, mais tout ça pourquoi? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce qu'il y a des pistes envisagées? Alors oui, il y a des solutions. Nous, on parle beaucoup à la Fondation, notamment des jeunes les plus précaires, parce que c'est ceux qu'on accompagne au sein de nos dispositifs. Pour la région Hauts-de-France, on accompagne un peu plus de 1000 jeunes. Et donc, il y a des solutions pour lever ces freins. Et donc, ça passe souvent par des dispositifs personnalisés d'accompagnement social et professionnel, d'accompagnement vers l'emploi. Et donc, accompagner à l'emploi, c'est pas juste trouver une opportunité, c'est aussi lever tous les freins. Donc, l'accès aux droits, notamment, trouver des aides pour lever le frein financier. Il y a aussi tous les freins psychologiques, culturels, dont on parle moins, mais qui sont les plus difficiles à lever. Alors concrètement, par exemple, Boost Insertion, c'est l'une des mesures. De quoi s'agit-il? Boost Insertion, c'est un dispositif qui existe à Douai et donc qui a pour vocation de remobiliser les jeunes. Et donc là, on parle vraiment de jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Et donc, c'est des jeunes qui peuvent souffrir d'isolement, d'anxiété, de phobie sociale. Et là, on va devoir travailler sur tous ces freins-là pour redonner confiance. Donc, on n'en est pas encore à aller chercher une aide pour passer le permis. On en est vraiment à travailler le lien de confiance avec le jeune. Pardon. Non, mais de quelle manière est-ce que vous avez accès à ces jeunes? Parce que est-ce qu'ils fréquentent des établissements que vous dirigez? Est-ce qu'ils se rapprochent de permanences que vous organisez? Comment est-ce que vous avez accès à ces jeunes? Alors là, ça peut fonctionner de différentes manières. On va travailler avec des partenaires sur le territoire qui vont les orienter, ces jeunes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le bus potentiel. Donc ça, c'est un bus qui se déplace dans les quartiers prioritaires des Hauts-de-France. Et donc là, où on va aller vraiment vers le jeune. C'est-à-dire que on considère que pour créer ce premier lien de confiance et ce premier dialogue avec le jeune, on va aller là où il vit. Et on va se déplacer donc, avec ce bus. Et donc, on va pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes, créer un premier lien de confiance. Et une fois que ce lien est construit et créé, on va pouvoir commencer un accompagnement vers un projet, la construction d'un projet professionnel. Alors, j'ai lu aussi que vous travaillez à renforcer l'éducation au transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, typiquement, pour le boost de Douai, ce qui se fait beaucoup, je prends l'exemple d'un jeune qui s'appelle Rémi. Rémi, quand il est arrivé au dispositif, il n'avait jamais pris un ticket de bus ou encore moins un billet de train. Et donc, il avait vraiment cette crainte de prendre les transports et aussi ce souci de légitimité. Moi, mes parents qui n'ont jamais bougé, en quoi suis-je légitime à m'imaginer travailler dans une autre ville, à quitter mon quartier, à quitter ma ville? C'est vraiment des freins qu'on n'imagine pas et qui sont pour autant très ancrés et très forts dans le bassin minier. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Et donc, il s'agit pas il n'y a aucune fatalité à ça. Ça se dépasse, mais il faut un petit peu de temps. Et donc, ça passe vraiment par permettre aux jeunes de reprendre confiance en ses capacités. Oui, j'ai les capacités de le faire. Et dans ces cas-là, eh bien, on va avec lui, on construit avec lui son trajet, on va prendre le ticket de bus, on va se déplacer et petit à petit, lui faire prendre conscience qu'il peut le faire et qu'il sait le faire. Anne Boisse, responsable plaidoyer de la région Nord-Est au sein d'Apprentis d'Auteuil et donc l'invité d'RCF Hauts-de-France à l'occasion de la publication du baromètre annuel qui porte cette année sur les questions de mobilité chez les jeunes en matière d'insertion sociale et professionnelle. Entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Parmi les autres solutions ou propositions, des auto-écoles sociales, qu'est-ce que c'est ? Alors, une auto-école sociale, on n'en a pas dans les Hauts-de-France. D'accord. Mais ça va être une auto-école qui va accompagner les jeunes et lever tous ces freins-là aussi. C'est-à-dire donc le frein financier, hein, donc en proposant un accès qui va être, en tout cas un ticket d'entrée qui va être réduit par rapport à une auto-école plus classique. Et on va travailler aussi sur l'apprentissage. C'est-à-dire que dans les freins à la mobilité, les difficultés d'apprentissage rentrent en compte. Passer le permis, passer le code, commencer par ça. Pour un jeune qui a des difficultés d'apprentissage, c'est compliqué. Donc, on va aussi travailler sur ce sujet-là. Si on prend un peu de recul sur ce baromètre annuel, donc c'est le 5e, déjà l'an dernier, il y a des chiffres chocs, et puis derrière, on apprend finalement ce que
fait la Fondation Apprentis d'Auteuil. Est-ce que c'est le but premier de cette enquête annuelle, eh bien, de nous dire finalement ce que vous faites? Alors oui, alors, c'est-à-dire que le baromètre, il a pour but pas forcément de mettre en avant ce qu'on fait, mais plutôt de mettre en avant les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui. La Fondation Apprentis d'Auteuil accompagne 40 000 jeunes en France. Donc on considère, et ce depuis presque 160 ans, donc on considère qu'on a quand même une expertise de terrain et qu'elle nous engage quand même à porter la parole des jeunes, à porter leurs difficultés, à porter leur voix pour essayer de faire avancer le sujet auprès des citoyens, auprès des pouvoirs publics. La Fondation Apprentis d'Auteuil, vous l'avez rappelé, hein, que les anciens d'ailleurs aussi, dont je fais partie, connaissaient sous le nom d'Orphelins Apprentis d'Auteuil. Le nom a changé en 2010. Il accompagne aujourd'hui près de 40 000 jeunes et familles dans 200 établissements de toute la France. Dans la région Hauts-de-France, ça représente à peu près quelle proportion, quel nombre? Alors, en région Hauts-de-France, on est à 3 000 jeunes au total. Et sur vraiment l'insertion sociale et professionnelle, on est à un peu plus de 1200 jeunes. Avec toujours cette même priorité de l'éducation à destination de la jeunesse, mais pas seulement l'éducation jusqu'à un niveau, post-bac, mais vraiment l'insertion professionnelle. Ça va jusqu'à l'insertion professionnelle à chaque fois. Tout à fait. Ça va vraiment de la petite enfance à l'insertion professionnelle, donc autour de 30 ans pour les dispositifs. Comment vous avez travaillé pour avoir justement ces différents témoignages et les mettre ensemble? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre dans chaque région des uns des autres? Est-ce que c'est une enquête annuelle par téléphone, à distance? Comment ça s'est passé? Alors, on travaille avec Opinionway sur ce baromètre. Donc, on a interrogé 2000 jeunes à peu près. Mais sur tous les témoignages qu'on met en avant, il faut savoir qu'à la Fondation Apprentis d'Auteuil, on est toujours très proche du terrain. Moi, par exemple, moi, je suis plutôt dans les bureaux. En revanche, je me déplace énormément et pour aller discuter avec les jeunes, pour discuter avec les équipes, c'est hyper important. Le lien humain à la Fondation, c'est quand même au cœur de ces missions. Et donc, évidemment, tous les jours, on a tout un tas de témoignages qu'on fait remonter. Encore, il y a une semaine, j'ai passé toute une journée avec des jeunes dans des dispositifs d'insertion pour discuter avec eux de leurs freins et de ce qu'ils vivent. Donc voilà, on a effectivement plein d'histoires de terrain et on essaye de les valoriser, de les mettre en lumière. 81% des 18-25 ans de la région renoncent à un emploi ou ont déjà renoncé à un emploi ou une formation en raison des problèmes de transport. Alors, celles et ceux qui nous diraient, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, pardon, mais les bus, les trains, le covoiturage, les blablacars, dormir chez un copain pas loin, le vélo, à pied, tout ça, ça existe. Vous leur répondez, c'est pas seulement les moyens mis à disposition, mais c'est aussi une question d'éducation, de culture, de précarité? Tout à fait. C'est vraiment une question d'éducation, de culture. Comme je vous le disais, il y a plein de choses qui peuvent rentrer, qui peuvent être considérées. En fait, ça peut être vraiment les problématiques d'apprentissage, ça peut être la barrière de la langue, ça peut être effectivement tout l'aspect culturel, donc la famille qui n'a pas forcément transmis ce rapport à la mobilité. Il y a vraiment une reproduction. On peut parler d'une reproduction sociale du rapport à la mobilité. C'est quelque chose qui est assez fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même travailler dessus. Et donc aujourd'hui, même si les aides existent, il faut vraiment pas perdre de vue que l'éducation à la mobilité, c'est un vrai sujet. Et on a tous à y gagner, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une collectivité, qu'on soit un jeune, évidemment. En fait, tout le monde a y gagné à ce que les jeunes puissent vraiment accéder à la mobilité plus facilement. Est-ce qu'on a du recul sur ces réalités, sur ces chiffres? Par exemple, est-ce qu'on peut estimer si c'était bien pire il y a une vingtaine d'années ou mieux? Ça, je ne saurais pas dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que en tout cas, la voiture, par exemple, ou la mobilité, c'est un poste de dépense qui est de plus en plus important pour les jeunes. Les problèmes liés à la mobilité sont notamment renforcés par l'exclusion professionnelle et sociale chez les adolescents qui ont arrêté l'école tôt. Est-ce qu'on est toujours sur ce même rapport à l'éducation, à la culture? Quand les adolescents arrêtent l'école tôt, ils ont encore moins de ponts pour accéder à l'emploi? Toujours dans cette même dynamique ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent?
C'est-à-dire que quand les adolescents qui ont arrêté l'école tôt forment une catégorie à part, c'est-à-dire encore plus loin de la formation, de l'insertion. Est-ce que c'est toujours la même problématique? C'est la même. En fait, c'est des jeunes qui vont être fragilisés parce que en décrochage scolaire, donc forcément. Et puis c'est des jeunes à qui on va demander de s'insérer rapidement. C'est-à-dire qu'il faut vite trouver sa voie. Alors qu'ils ont 16, 17 ans, il faut trouver un apprentissage, il faut trouver un employeur. Alors que c'est des jeunes qui sont parfois en difficulté parce que situation de harcèlement, parce qu'isolement social, parce que problématiques sociales très ancrées. Donc évidemment, ces jeunes-là, ils cumulent les freins. Et donc il y a le frein financier, mais il y en a aussi plein d'autres. Anne Boisse, où sont les manières et les lieux, où sont les endroits pour se réjouir finalement? Parce que le tableau est très sombre dans ce que l'on vient de décrire, même si vous avez dit il y a des propositions, il y a des solutions qui existent, mais tout de même le tableau, plus de 80%, reste assez difficile. Je dirais que pour se réjouir, on peut se dire que les solutions, elles existent et elles sont éprouvées. On les met en pratique. Enfin, je dis on, mais c'est tous mes collègues sur le terrain qui travaillent, donc des travailleurs sociaux, des conseillers en insertion sociale et professionnelle, des chefs de projet qui travaillent au quotidien avec les jeunes et avec des partenaires sur le territoire. C'est vraiment une question aussi de partenariat et de maillage territorial. Et donc, les solutions, elles existent. Maintenant, il y a quand même un sujet préoccupant, c'est que l'insertion fait aussi l'épreuve des coupes budgétaires. Et donc, voilà, il y a moins de budget aujourd'hui pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et c'est vrai qu'à la Fondation, on a quand même une qualité d'accompagnement des jeunes qu'on souhaite faire perdurer. Donc, il y a quand même un questionnement qui se pose aujourd'hui. Pour conclure, quel est le modèle économique de la Fondation ? Alors, le modèle économique, c'est une fondation catholique d'utilité publique, un modèle économique qui est basé sur des fonds publics. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais plus de 50%, 55%, je crois, et le reste, c'est des fonds privés. Et donc, on peut compter beaucoup sur la générosité des donateurs aussi pour nous accompagner. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Anne Boisse, responsable plaidoyer de la région Nord-Est au sein d'Apprentis d'Auteuil, d'être passée chez nous. Merci à vous. Merci à vous.